Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Show, les gars, bonjour. Bonjour. Salut. Benoît, tu nous as amené une belle voiture aujourd'hui. Oui, on va en parler tantôt. S60 Polestar Edition T8. Voiture américaine voiture de fabrication. De fabrication à Charleston, en Caroline du Sud. À leur nouvelle usine, là, ça fait 1 an et demi que c'est ouvert. Bon, parfait. Puis André, aujourd'hui, on parle de ce qu'on ne voit pas en avant de nous, c'est-à-dire le pare-brise et comment faire en sorte qu'on ne voit rien finalement. C'est une des chroniques les plus complètes qu'il n'y aura pas eu pour le pare-brise. Clarté, essuie-glace, tout ce qui s'ensuit. Tu vas voir, c'est large. OK. Fait que Benoît, on commence à parler de ta Volvo parce que moi, j'aurai la chance de la conduire dans quelques semaines, cette voiture-là. T8, hybride enfichable, 400 quelques chevaux. 415 chevaux. 415 chevaux. Toujours avec le moteur 2 litres de base, parce qu'on le sait, Volvo a une seule mécanique, 4 cylindres, 2 litres turbo. Dans ce cas-là, c'est un turbo électrique, supercharge. Il y a tout ce qu'il faut. Tout pour que ça brise. Sur papier, c'est la même puissance qu'une M3. Mais en arrière du volant, c'est pas la même machine. Volvo fait toujours... D'abord, il faut mentionner que c'est un rouage intégral sans arbre de transmission. Sans arbre de transmission. Okay. Et on peut il y a un mode qui s'appelle Constant Four-Wheel Drive. On peut le mettre l'hiver, très pratique, et ça va bien. Bon, évidemment, la garde au sol est basse. Il ne faut pas s'en aller c'est une voiture. C'est une voiture. C'est fou, hein? On est habitué, on est tellement rendu habitué à conduire des VUS que quand on se retrouve dans une automobile, on trouve ça... On trouve ça un peu bas, effectivement. Bon. Mais cela dit, ça va très bien. La puissance est là, mais bon, moi j'appelle cette voiture-là une aide à l'électrification. Il y a une autonomie. Là, tu bégayes sur papier. Oui, c'est parce que elle n'est pas utilisée comme on le ferait pour un hybride régulier. Il y a des hybrides... l'hybridation est là pour la performance. Voilà. Okay. Et non pas pour l'économie de carburant. Okay. Quoique, je suis à du 8 litres au 100, qui n'est pas pour mauvais. Pour une auto de 415 chevaux, c'est Pour une auto de 415 chevaux, c'est bien. 4 roues motrices. Mais l'électricité sert à augmenter le niveau de performance et non pas à donner une meilleure consommation au niveau du carburant. Non, parce que si tu prends une T6 avec un moteur de 320 chevaux à peu près, turbo et suralimenté, bien, tu vas être à peu près à la même consommation d'essence que ça. Voilà. Alors, c'est une façon d'aller chercher de la puissance sans prendre plus de carburant. C'est une autre façon de voir les choses. Et l'autonomie annoncée, moi, est à 33 km. On est l'hiver. Ça, c'est du 100 électrique, là? 100 électrique. J'en ai fait 18, 19. Alors, donc, il ne faut pas acheter ça à moins 6 degrés. Non, c'est ça. Alors, mais cela dit, très confortable, extrêmement agréable à conduire. Ça va très bien. C'est équilibré comme machine. C'est très équilibré, c'est pas violent et la réponse du moteur est bonne, même si vous avez un petit 4 cylindres. Bien, le point, le fun de cette voiture-là, nonobstant les sièges qui sont les meilleurs de l'industrie, c'est le couple initial du moteur électrique. Parce que tu as beau avoir 400 chevaux, 500 chevaux dans une RS7, bien, le moment où tu décolles n'est jamais aussi incisif qu'avec un moteur électrique. Tu as 494 livres-pieds de couple, ça dit tout. Instantané. Instantané. Donc, quand tu pars, ça part. Sa compétition, c'est qui? Les voitures sport qu'on a chez BMW, Audi, Mercedes, je dirais une classe C, une C43. Je ne mettrais pas une 63, non, c'est une autre machine. Puis le prix est là, 80 800. Ce n'est pas un modèle qui est donné. Mais ça va chercher dans ces autos-là. On est dans une série 4 grand coupé avec le 6 cylindres. Exactement. Mais vous avez plus de confort, moins de sport extrême. Donc, Antoine l'a dit, le mot équilibre. C'est vraiment ça. C'est un véhicule très équilibré qui va être capable de belles prouesses, mais qui ne vous brassera pas comme c'est ça. C'est ceux qui se font brasser le dentier dans des sportives d'exception sur les routes du Québec. Là. Ça, c'est une voiture qui est bien adaptée. Le 4 roues motrices est génial. Et moi, là-dessus, j'ai bien aimé. Sur nos limites à 100 km/h, vous n'avez plus qu'assez. Mais je le louerais sur 4 ans. Moi aussi. Puis le volume de vente là-dessus? Il est symbolique. On n'en vend pas beaucoup. On vend plus de familial. Oui. On vend plus de familial et on vend encore plus de cross-country avec la mécanique traditionnelle. Exact. Donc, bon. Est-ce que tu dirais que la traction intégrale est aussi efficace qu'un Subaru? Différente. Subaru, je dirais, Subaru, c'est constant, c'est toujours là. Lui va arriver, puis Antoine l'a dit, il n'y a pas d'arbre de transmission. Oui, mais c'est instantané, pareil. Mais c'est très rapide. Ça ne fonctionne pas tout à fait pareil, mais le résultat à la fin de la journée. C'est pas réactif. Mais il y a une distribution. Non,
mais je veux dire, ça devient instantané parce que l'électricité est instantanée. Puis il y a une distribution variable du couple aussi là-dessus. Effectivement. C'est quand même une technologie qui est très intéressante. Puis il n'y a pas de risque de bris, d'entretien, de différentiel, de trucs comme ça, parce qu'évidemment, il n'y en a pas. C'est pas plus compliqué que ça. C'est le point intéressant, mais évidemment, il y a beaucoup de technologies là-dessus. Tu parlais de consommation à 8 litres au 100, 415 chevaux, 8 litres au 100, bien, une Micra, ça consomme ça. Fait que c'est quand même pas pire. Moi, je la recommande, cette voiture-là. Oui, pour toi. Moi, je la recommande. Oui, c'est ça. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas recommandée. Achetez-en un usagé en plus. Achetez-en un usagé, c'est ça qu'il veut. Bon, rapidement, tu vas nous parler de Ferrari. Oui, Ferrari qui est en cours, imaginez-vous donc, et probablement pas pour la raison que vous pensez. En fait, ils sont en cours pour le nom de leur dernier véhicule utilitaire. En fait, leur dernier qui sera leur premier aussi, le Puro Sangue, qui veut dire le pur sang. Et pour ceux qui ne le savaient pas, oui, Ferrari va avoir un VUS. Oui. Oh. Là, Enzo Ferrari va se retourner dans sa tombe. Je suis sûr qu'il a déjà fait 2 tours, là, mais c'est vraiment probablement une des dernières compagnies qui va céder à la tentation des véhicules utilitaires. Bon, on s'entend, là. Ça ne ressemblera pas à un Tao ni à un Yukon. Là. Ça va être une voiture un petit peu plus haute sur pattes. On a entendu la même chose avec peu à la manière de l'Urus. On a tout entendu ça, tout le monde. L'Urus, on s'entend, là, il faut travailler fort pour appeler ça un camion. Là. Ça va être dans le même style, mais le nom Puro Sangue appartient déjà à une compagnie, en fait, un organisme à but non lucratif britannique, depuis des années, qui utilise ce nom-là. Et là, on est en cours pour récupérer le nom ou pour le partager. Parce qu'on dit, bon, c'est un organisme à but non lucratif, il n'y a pas une utilisation commerciale de ce nom-là. On pourrait, nous aussi, l'utiliser. On ne pourra pas confondre vraiment les deux. Et on a fait des offres du côté de la compagnie britannique à Ferrari. Ferrari a dit non. Alors là, on va aller en cours. Le 5 mars, il va y avoir une décision qui va se prendre là-dessus. Puis on va voir, parce que sinon, il va falloir que Ferrari trouve un autre nom pour son véhicule utilitaire. Ça va être intéressant. Absolument. Puis là, on va parler de Corona, et non pas de bière, ni de la vieille Toyota, mais d'un virus. Bien, coronavirus, en fait, qui poursuit sa lancée. Là, on est rendu au-dessus de 1000 morts. Là, les compagnies automobiles ont des décisions en date d'aujourd'hui, puis il y a des décisions qui doivent se prendre. Parce que là, au début, ça n'a pas trop affecté la production des constructeurs automobiles parce que c'était le Nouvel An chinois. Jusqu'au 3 février, c'était le Nouvel An chinois et tout était fermé de toute façon. Sauf que depuis le 3 février, on est censé avoir recommencé la production. Et tu le sais, André, tu es dans les pièces, tu travailles dans le juste à temps tous les jours. Des entrepôts où on peut contenir un mois d'inventaire, là, ça n'existe plus. Alors là, il y a déjà quelques semaines de passé. De retard. Et les constructeurs. Oui, puis il y a quand même pas mal de choses qui sont fabriquées en Chine. Bien, un petit peu. Puis tu as des compagnies comme GM. GM, son plus gros marché de la planète, c'est la Chine. Avant les États-Unis. Et eux ont dit, nous, on va recommencer prudemment parce que là, on ne peut plus attendre. Les compagnies ont remis ça. Hyundai a arrêté la production de véhicules en Corée du Sud. C'est pas rien, là. T'arrêtes ton pays parce qu'évidemment, il manque de pièces. Tu sais, tu te dis, oh, il manque rien que 7-8 pièces pour faire un auto. Oui, je veux dire, tu peux pas en faire. Si tu les as pas, tu peux pas en faire. Là. Et c'est la même chose du côté d'Honda, Toyota, Ford, qui est une grosse division aussi en Chine. Donc, là, on va voir. On est à regarder des solutions de rechange, c'est-à-dire, bon, si jamais ça traîne en longueur en Chine, on fait quoi? On va faire fabriquer ces pièces ailleurs, tout ça. Mais on est en train, du côté des constructeurs, de réviser les chiffres de vente de l'année, de réviser des plans d'introduction de nouveautés, parce que si ça traîne trop, ça va plomber les finances de la compagnie. Je sais que dans est-ce qu'on peut même s'attendre à ce que des véhicules qui sont fabriqués en Chine destinés à notre marché soient temporairement abandonnés? Ça peut aller jusque-là. Ça pourrait aller jusque-là, on pense au Buick Envision. Bon, ça n'en vend pas beaucoup. Non, mais effectivement, ou des compagnies comme Volvo. On a un bel exemple. Volvo fabrique un paquet de véhicules en Chine. Là, mais on ne les vend pas nécessairement aux États-Unis. Non. Parce qu'évidemment, la taxe sur l'importation de la Chine. On les fait en Caroline du Sud ou on les fait à Torslanda, en Suède, à la grande usine. Ce que vous ne savez pas, c'est que toutes les automobiles, peu importe d'où ils viennent, et dans l'après-marché, il y a des petites composantes qui viennent de Chine. C'est sûr. Ça peut être une résistance. Mais c'est ça. Ça ne prend pas grand-chose. C'est juste à partir des pneus. Ben oui.
Alors là, on est en train d'examiner si ça s'étire en longueur, qu'est-ce qu'on va faire du côté des constructeurs, puis on va voir pour avoir des plans B puis des plans C. Bon. Au retour, on parle essuie-glace, pare-brise, entretien d'essuie-glace, bras d'essuie-glace, comment éviter la glace et toutes ces belles... et plein de belles réponses. Des belles choses. André, on est en hiver et tu as probablement vu cet hiver des gens conduire avec un carré grand de même dans Beaucoup même. Beaucoup. Parce que pour un paquet de raisons, oui. Parce que les essuie-glaces sont pris dans la glace, parce que c'était trop long à déneiger, parce qu'on ne s'est pas organisé en conséquence, parce que les jets de lave-glace sont pris dans la neige aussi. On est pressé. Bref, il y a une façon d'avoir un système d'essuie-glace qui est efficace. Oui. Il y a une façon aussi de limiter les dégâts lorsqu'il y a des intempéries à l'extérieur. Tu as décidé d'amener les produits d'entretien, la mécanique aussi des essuie-glaces, pour nous montrer un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui risque de briser, comment s'assurer qu'on ne fait pas trop de dommages. Puis, il y a des qualités dans les essuie-glaces aussi, tu vas nous montrer ça. On va commencer par dire tout simplement que le pare-brise, c'est sécuritaire d'avoir un pare-brise propre. C'est pourquoi qu'on garde ça propre? Là? Bien, je te dirais d'abord que c'est sécuritaire d'avoir un pare-brise. Oui. Ensuite, pour les mouches l'été. Mais on s'entend-tu? Puis le monde n'a pas conscience comment c'est important. Les accidents, surtout d'une tempête de neige ou le soir, on commence tranquillement. Ouais. On oublie le pare-brise à l'intérieur. On oublie de le nettoyer à l'intérieur. C'est tout le temps, on fait l'extérieur, on va vite mettre de l'essence. Ouais. L'intérieur, il y a différents produits. On a Invisible Glass, Rain-X, Silverwax, puis il y en a une tonne. Mais il s'agit de le faire comme il faut, avec une microfibre. Oui, voilà. Puis je veux mentionner aussi que c'est important de prendre des produits qui sont spécifiques à ça. Pas d'ammoniac. Parce que sinon, vous allez partir votre système de chauffage à l'intérieur, la vitre va s'embuer dans le temps de le dire. Plus vite. Et ces produits-là sont conçus pour ne pas que ça arrive. Puis évidemment, une vitre embuée, tu ne vois plus rien. D'ailleurs, c'est paradoxal. Quand la vitre, elle est sale, elle est plus facile à venir embuer que quand elle est propre. Oui. C'est banal. Puis ensuite, on parlait de l'extérieur du pare-brise. Hein? Oui. Là, les gens veulent que ça soit bien. Si on commence au départ, avant de le laver, on est au courant, il faudrait le décontaminer peut-être même après 1 an. Comme on le fait avec la carrosserie de la voiture, lorsqu'elle vient le temps de cirer sa voiture, bien, vous décontaminez le pare-brise. De toute façon, là, le fameux test du Ziploc, ça fonctionne très bien. Prenez un gant Ziploc, vous passez votre main sur le pare-brise, vous allez sentir des granules comme ça. Mais je ne dirais pas un gant Ziploc, peut-être un sac Ziploc. Un sac Ziploc, pardon. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est le premier test de base. Bien, vous pouvez faire ce test-là. Après ça, vous le décontaminez avec un gant de décontamination, un produit qui est conçu pour ça. Puis après ça, c'est lisse. Là, vous pouvez appliquer ensuite un enduit pour le protéger, pour s'assurer que l'eau perle et qu'elle se dissipe facilement. Puis en passant, Autochem, ça c'est l'Aquapelle, justement. L'Aquapelle, mais pour mentionner, Autochem, ils ont vraiment le gaz spécialisé pour le pare-brise. Qui est ça ici, là. Ouais, ça, c'est la merveille. Okay. C'est sûr, après ça, on va au traitement Aquapelle. Là, on est protégé. Puis en plus, les essuie-glaces fonctionnent beaucoup plus facilement. Ils ne mènent pas de bruit. Je peux-tu aussi mentionner que c'est facile, très facile à appliquer? Ouais. Vous allez chez votre concessionnaire pour un entretien. On va vous vendre ça 30-35 $. Ouais. Ça prend 2 secondes à appliquer. C'est très, très simple de le faire. Et vous êtes mieux de le faire vous-même après avoir décontaminé votre pare-brise que de demander au concessionnaire qui, lui, ne le décontaminera probablement pas, puis va vous charger 30 $. Alors, à faire soi-même, en tout cas, c'est bon que ça soit fait. C'est une question de sécurité. Là, on va avancer dans le... On approche peut-être de l'hiver un petit peu. On est dedans, je te dirais. On est dedans. Les bras d'essuie-glace. Oui. J'en vois encore beaucoup qui sont relevés. Moi, je les aime, ceux-là, parce qu'on va vendre des bras. Mais des fois, ceux... Bon, puis je pense qu'il n'y a rien comme de l'illustrer. C'est-à-dire que quand vous relevez votre bras, regardez la tension que ça fait en dessous. Oui. Vous mettez une tension sur le ressort qui est à l'intérieur du bras. Pour 5 minutes, le temps que vous déglacez votre pare-brise, c'est pas grave. Mais si vous laissez vos bras comme ça pour la journée, évidemment, la tension est affectée, l'efficacité est diminuée. Et on corrige cette inefficacité-là d'une mauvaise façon avec les fameux springs qu'on mettait beaucoup dans le temps, mais qu'on n'achète plus bien aujourd'hui, sauf qu'il y a encore des gens... Parce qu'ils ont abusé, puis malheureusement, c'est pas bon, parce que la tension n'est pas respectée précisément, elle peut être trop... Je te confirme que tes ventes de springs vont baisser. Oui, mais il faudrait qu'ils baissent. Mais quand on vend un bras d'essuie-glace qui peut être 50 à 100 $, c'est pas drôle non plus, là.
Non, puis tu me mentionnais aussi, avant qu'on commence la chronique, oui. Bon, ça, on sait, cette partie-là, c'est souvent faite en fer blanc. Oui. L'impact que ça va avoir, c'est que ça va gonfler, oui. Ça va rouiller. D'ailleurs, on le voit, ça vient tout blanc tout autour de cette dérivée-là. Alors, c'est important de lubrifier puis de graisser cette partie-là pour pas que ça arrive. Le produit Fluid Film, c'est fait à base de l'anoline. Ça, c'est biodégradable, il n'y a aucun problème. Fait qu'on peut envoyer un jet de ça sur l'axe. OK. Parce que tu perds l'attention quand il cherche à saisir sur le pivot. Bon, on passe à l'autotape, on a lubrifié ça, on vérifie. Ceux qui ne veulent pas avoir de neige sur le pare-brise, il y a le fameux Arctic Guard. Oui, qui est une espèce de drap que tu vas mettre sur le pare-brise. Facile à plier, on range ça dans le coffre de la voiture. Là, moi, j'ai un garçon, Jonathan, qui est un peu dangereux. Oui. Okay. Lui, quand il déglace son auto le matin, cette fameuse chose-là, c'est une bataille. C'est quasiment un bras dangereux. Il se bataille, puis il veut que ça prenne 2 secondes. Mais quand il fait ça, vite. Ça, c'est lui qui s'est acheté un gros pick-up qui a de la misère à atteindre le haut de son pare-brise. Oui, c'est ça. Oui. Bon, bien là, les petits jets de lave-glace. Comme ça. Il les frappe. OK. Ça, c'est merveilleux. Jet de lave-glace, c'est de 20 à 50 $. T'en as mis dans son bon Noël cette année, hein? Oui, parce qu'il est bon client chez nous. Écoute, mais c'est fait dire qu'il faut nettoyer et faire attention. Oui, parce que ça... Là, c'est une chose là, comme ça là, quand on est en studio, mais quand il fait moins 20, ça casse dans le temps de le dire. Oui. On s'entend? Puis, oui, puis tu te ramasses avec un jet de lave-glace qui fonctionne mal aussi. Oui. Fait que, tu sais, déjà, des véhicules neufs que jet de lave-glace, c'est vraiment pas à mon goût, là. Ça va partout sauf à la bonne place. Mais ça, on n'en parlera pas. Bon. Puis peut-être une petite aparté pour parler du liquide lave-glace, parce que quand on écrit moins 20, moins 40 sur les bidons, ça veut dire quoi? C'est-tu vrai, là? Bien, il y en a ils disent extrêmes. Il faut acheter du moins 40 ou du Rain-X. Il ne faut pas acheter quelque chose qui semble avec un prix escompté, qui est plus ou moins... Souvent, ils vont faire des barres de couleurs dans le pare-brise aussi. Ouais. Tu fais comme un aquarium, là. Tu as toutes sortes de couleurs. C'est pas très bon. Plonger en apnée sur l'autoroute 40. Bon. Tu sais, le lave-glace à 99 cents le gallon, là, bien, faites attention, des fois, il peut y avoir des surprises. Là, on rentre dans un sujet dangereux. Tu n'as pas fait ton entretien, tu ne t'occupes pas de ça, la glace augmente, tu as oublié ton intermittent, tu as tout fait... Autrement dit, mise en situation, il fait moins 22, tu es dans la maison, tu es congelé, tu veux démarrer ta voiture à distance, il y a neigé, il y a de la glace sur ton pare-brise, démarre la voiture, les essuie-glaces sont en fonction, ils partent par eux-mêmes, mais ils ne partent pas parce qu'il y a de la glace, alors ça casse. Ça vient décoper. C'est le système, la tringlerie d'essuie-glace en français qui prend le coup, et là, il faut remplacer ça. Puis de plus en plus, les tringleries sont rendues légères, parce qu'il faut sauver du poids sur le véhicule. Ouais. Mais paradoxalement, comparativement à l'ancien temps, on est rendu des essuie-glaces 22, 24, 28 pouces. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est de moins bonne qualité. Puis en plus, on leur demande plus d'efforts. Plus d'efforts. OK. Là, ce qui est cop, après ça, si tu as été négligent, la deuxième partie qui est cop, à long terme, c'est comme t'empoisonner tranquillement. Ouais. Tu as changé tes tringleries ou tranquillement, ils n'ont pas brisé, mais là, c'est le moteur d'essuie-glace. Puis avant de le changer, souvent, il va se créer une lâcheté dans le système. C'est ça. C'est un lousse. Les moteurs d'essuie-glace, ça se vend de plus en plus. Encore une fois, regarde la grosseur du moteur. Oui. Avant, les moteurs étaient, je te jure, gros de même. Puis c'était lourd. C'était lourd. Aujourd'hui, petit moteur, petite tringlerie et grands essuie-glaces. Ouais. Donc, c'est la combinaison parfaite pour tout briser. Le secret, si on a des essuie-glaces qui fonctionnent bien, qui glissent facilement, que tout est nettoyé, tu ne changeras jamais ton moteur. Bon, de bons essuie-glaces, un pare-brise qui est bien entretenu, puis tu règles ton problème. Tu n'auras pas de problème. OK. Là, on va ça, est-ce que ça a besoin de tringlerie d'essuie-glace, est-ce que ça a besoin d'être lubrifié? Non, ça, c'est souvent caché. OK. C'est là, c'est en amont, en avant qu'il faut que tu fasses le travail. Parfait. Là, on s'en va dans la partie qui est la grosse partie de notre travail aujourd'hui. Qui semble la plus simple, mais en même temps qui est très complexe, le balai lui-même. Bon. Le balai d'essuie-glace que tu oublies toujours de changer, même toi, ou je ne sais pas ce qui arrive. Non, je n'oublie pas, je le néglige. Le balai d'essuie-glace arrière, il est toujours oublié. D'ailleurs, nos ateliers, souvent, ils vont faire ceux d'en avant, ils oublient celui d'en arrière. Ouais. Celui d'en arrière est important parce que souvent, lui-ci est gelé. Et je me permets au passage de saluer le propriétaire d'un Ford Explorer que j'ai croisé hier, qui essuyait avec son essuie-glace, la plaque d'immatriculation. Il balayait à l'envers. Bon, c'était très, très drôle. Bon, bien, c'est un qui a gelé. Il y a un moteur, puis quand tu changes le moteur sur l'essuie-glace arrière, là, c'est un travail assez dispendieux parce que c'est à travers la vitre, des caoutchoucs et tout. Puis malheureusement, lui, il écope beaucoup parce que
ils ne sont pas tous cachés dans le haut. Hein? La plupart sont au centre. Ça. Fait que la glace s'accumule. Lui, là, a changé très régulièrement. C'est incroyable, il écope beaucoup. Bon. Là, on va s'en aller dans les essuie-glaces. Le problème, c'est les qualités. Bien, c'est ça, parce que c'est pas tous les essuie-glaces qui font le même travail. Il se vend un tas d'entrée de gamme. Première question que j'aurais pour toi d'abord, est-ce que c'est encore universel? Autrement dit, est-ce que tous les véhicules peuvent accueillir la plupart des essuie-glaces qu'on retrouve sur le marché? Non, non. Non, Les essuie-glaces, il y a des marques d'essuie-glaces qui vont les adapter à tout véhicule, mais on va comprendre que c'est à demi-vrai, ça. Vous allez voir en s'en allant. Nous autres, on vend les marques nationales Trico. On avait Enco qui a été acquis avec le même groupe Trico. C'est fusionné. Donc, la marque Enco des essuie-glaces est appelée à disparaître. À disparaître. Okay. C'est un bon produit. Là, c'est Trico. Tu as Bosch. On a Rain-X. On va partir tranquillement. Trico, on appelle le Trico Pro, qui est celui-là ici. C'est un bon essuie-glace de qualité. Entrée de gamme de qualité, mais le problème, c'est qu'il ne couvre pas l'aspect total des véhicules. C'est fait pour les véhicules populaires. Autrement dit, le choix est restreint. OK, dans les grandeurs. Oui, dans les grandeurs, parce qu'ils veulent faire un prix, parce que la tâche, souvent, qui est le problème. OK. Là, on commence la première qualité, entrée de gamme. Okay. On va aller parce qu'au magasin, on tient toutes des marques nationales, on a essayé de choisir les meilleures qualités-prix de chaque compagnie. OK. Le deuxième entrée de gamme, qui est très bon, c'est le Bosch Advantage. OK. Lui, c'est un bon essuie-glace, parce que toutes ces multinationales-là ont plusieurs qualités. Lui, c'est l'entrée de gamme. Donc, si vous achetez un Bosch Advantage, c'est l'entrée de gamme de Bosch encore. Okay. Mais qualité-prix fait le travail comme le Trico Pro. OK. Là, on va avancer un petit peu dans le passé. Ça fait drôle à dire. Oui, bien c'est ça. Je vois que tu as amené un essuie-glace d'hiver traditionnel. Là. On a encore ça. Il y a encore des gens qui veulent ça pour les anciens modèles. C'est plus ou moins bon, mais certains véhicules, ça existe encore. Moi, j'ai toujours haï ça, personnellement. Oui. Parce que, OK, il résiste aux intempéries, mais il n'essuie pas. Il n'essuie pas. Bon. Puis en plus, ça c'est comme un parachute, ça pogne dans le vent. Bon. Après ça, on s'en va on commence à augmenter dans la qualité. On a les essuie-glaces Bosch, qualité d'origine, qui se vendent par deux pour une Mercedes spéciale ou une BM. Ouais. On les a en magasin dans le Bosch d'origine. Je te dis ça comme ça, André, mais des Mercedes et des BM, c'est de moins en moins spécial. Il y en a en tabarouette dans le chemin aujourd'hui. Bien, nous autres, dans le cas, on vit des 750L ou des S550. Non, ça, OK. Mais je veux dire, mais c'est sûr qu'ils sont adaptés pour le véhicule, ils ont des spécificités, on les a. Fait que, c'est pour dire qu'on a une gamme complète. Là, tu es dans le haut de gamme, là, évidemment. Là, bien, on commence à rentrer dans le haut de gamme. OK. Là, je t'explique pourquoi que les hauts de gamme sont plus chers. Je vais te présenter deux hauts de gamme. OK. On va continuer avec le Trico. Le Trico haut de gamme, premièrement, tu peux l'utiliser 4 saisons. Il y a des essuie-glaces, on a d'hiver. Le 4 saisons, c'est parce que dans le développement de la fameuse blade, qu'on peut dire en caoutchouc synthétique, silicone, c'est des amalgames de produits qui font que ta blade du fond va être de qualité haute ou de qualité basse. Son travail va être moins bon ou meilleur. Mais il y a aussi l'aspect, toute la partie du dessus ici, là, la structure. L'appui, la structure, il y en a qui ont des structures de mémoire. OK? Il y en a qui ont moins de mémoire que d'autres, il y en a qui ont plus de mémoire. OK. Puis là, c'est ce qui fait qu'à long terme, bien, il n'essuie pas sur le bout comme il faut. La mémoire dans l'essuie-glace, c'est une partie. Donc, le Trico Force, dans le Trico, c'est le haut de gamme. Vous assurez que c'est parfait. Après ça, on va aller dans l'autre haut de gamme, qui est le Rain-X. OK. Puis en plus, les essuie-glaces, nous autres, en magasin, on change souvent d'essuie-glaces pendant l'année parce que là-dedans, il y a une évolution. Comme Rain-X, il y a 2 ans, c'est le Rain-X Quantum avec le petit point jaune qui changeait de couleur quand il était usé. Là, on est rendu avec le Rain-X Advent Edge, carrément en silicone. Puis aussi, il est calculé comme le Trico Force pour le vent. Lui, je pense qu'il est bon jusqu'à 200 km/h, qu'ils disent théoriquement pour le vent. OK. Fait que ça, là, présentement, c'est le haut de l'industrie, Trico Force. En même temps, si tu roules 200 km/h et tu as besoin de tes essuie-glaces... Surtout ça à 20, là, quand il fait 25 cm. Moyen. Mais ce qu'il va dire, c'est qu'ils font des essais pour le vent, qui colle ça vite. Puis regarde la courbure qu'il y a. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de technologie. Donc, un essuie-glace... Faire attention, je ne veux pas nommer de nom, mais il y a des compagnies qui s'improvisent dans les essuie-glaces. C'est un grand problème dans l'industrie. Moi, je recommande d'acheter des essuie-glaces de compagnies qui fabriquent aussi pour l'origine. C'est des professionnels d'essuie-glaces.
Il y a des compagnies qui se mettent un nom, mais ce n'est pas des vrais grands fabricants d'essuie-glace. OK. Là, première question que j'ai pour toi. Une lame d'essuie-glace, on pouvait acheter ça aussi de façon individuelle. Oui. Juste changer la lame de l'essuie-glace. Est-ce que c'est encore viable, Sur ça, certains modèles, ça peut se vendre, mais je ne recommanderais pas parce qu'on appelle le pont, dans certains modèles, c'est usé, ça a fait le temps, mais il y en a encore sur des concessionnaires que tu peux acheter. Je dirais que c'est fini. Parfait. Ensuite, est-ce qu'une lame d'essuie-glace, on entretient ça de quelque façon que ce soit? Tu peux l'entretenir, mais il y a des lames d'essuie-glace que certains modèles, ils ont mis un graphite dessus. Si tu la nettoies, tu viens annuler l'efficacité. Moi, ce que je dirais, là, tu entretiens ton pare-brise, tu mets de l'aquapelle, puis il y a un phénomène quand on met un essuie-glace de qualité, c'est qu'il est beaucoup plus silencieux. OK. C'est important. Puis aussi, ceux qui ont le bras d'essuie-glace ont pris dans la glace. Mais tu vois, moi, sur mon véhicule, mes essuie-glaces, ils chantent un petit peu, puis j'essaie d'écouter de la musique qui suit le beat de mes essuie-glaces, puis j'ai du fun avec ça. Bien, s'ils chantent, c'est pas correct. Okay. Quelque chose. Puis, une problématique qu'on rencontre dans l'industrie, c'est quand le bras a pris dans la glace, des fois, il peut être tordu. Ouais. Donc, l'essuie-glace, s'il y a un angle sur la vitre, il ne peut pas travailler comme il faut. Ah oui. Fait que c'est s'assurer souvent que le bras n'a pas été tordu d'une façon ou d'une autre avec le temps. Fait que si tu as suivi les conseils, tu as acheté des essuie-glaces de qualité parce que le problème, c'est qu'on achète des entrées de gamme, on les vend pour des prix d'haut de gamme. Fait que si vous allez dans un atelier, assurez-vous d'avoir des marques nationales. Oui, parce que la plupart des gens vont se dire un essuie-glace, c'est un essuie-glace. Mais c'est pas vrai. Peu importe. OK. Puis, en parlant de prix, d'échelle de prix, un essuie-glace d'entrée de gamme comme le Trico qui est ici versus le meilleur, tu parles de quoi? Écoute, il y a des essuie-glaces dans l'industrie, tu peux payer 5 à 9 piastres l'essuie-glace. Ça existe encore? Oui, OK. Mais il y en a, c'est des prix. Écoute, moi, je peux avoir des couteaux d'essuie-glace en magasin que je vais payer 3-4 piastres. Je veux dire, il y a l'apparence d'un essuie-glace, mais c'est pas un essuie-glace. OK. Fait que tu peux partir un essuie-glace de qualité, tu vas partir à peu près à 15-18 piastres. OK. Et tu vas aller jusqu'à 30-35 piastres. Pour un haut de gamme. Un haut de gamme. OK. Puis, fait que faire les trois, ça va coûter une centaine de dollars. Ça peut coûter une centaine de dollars. Tu viens de t'acheter de la sécurité. C'est pas compliqué. Puis c'est-tu énervant des essuie-glaces qui ne fonctionnent pas bien? Oh oui, c'est sûr. Puis un petit bémol, les gens se plaignent des fois les essuie-glaces ne fonctionnent pas bien. Quand il neige, à partir de -8 ou -6, -8 en descendant, souvent les essuie-glaces vont bâtir de la glace. Les gens blâment l'essuie-glace. C'est tout simplement le pare-brise qui devient froid. Ouais. C'est les pires moments pour un essuie-glace. Puis il faut bien s'entendre que des véhicules Subaru, certains modèles Acura qui ont un dégivreur dans le pare-brise, on devrait tous avoir ça, mais malheureusement, il n'y a pas la méthode miracle pour ça. Non. Merci, André. Merci, Antoine. Fait qu'André, les gens n'ont plus d'excuses. Non, pas voir clair là, sur la route, là, c'est parce que tu ne veux pas voir clair. Maintenant, moi, j'ai une question quiz pour toi. Quelle est la seule voiture familiale fabriquée dans les années 90 qui proposait 2 bras d'essuie-glace à l'arrière? 2 bras d'essuie-glace à l'arrière. Aucune idée. Tu ne viens pas de ça? Non. Benoît? J'y pense, là, mais ça ne me revient pas. La Camry familiale. À partir de 92-93, tu avais 2 essuie-glaces en arrière. Mon père en a eu une à part de ça, tu as raison. Ben oui, c'est vrai. Hein? Il n'y en a pas souvent de ça. Garde ça en stock, tu vas en vendre beaucoup. Oui, bien, Toyota, c'est sûr qu'il faut en garder. Bon, écoute, Benoît, on va parler d'un véhicule qu'on a conduit tous les deux et qui t'intéresse beaucoup, toi aussi, parce que, bon, tu aimes les pick-up. On va parler du GMC Sierra, mais à moteur diesel. Exact. Puis on sait que c'est la première fois, depuis toujours, que dans une série 1500, les 3 grands constructeurs américains proposent une motorisation diesel dans leur pick-up. Ironiquement, ce sont 3 6-cylindres de 3 litres de cylindrée qui offrent à peu près le même couple, la même puissance. On est pas mal à 20-30 chevaux près. Bon, puis vraiment, on cible un nouveau marché avec ça. À la différence que GM, au lieu d'avoir un V6, on a un 6 cylindres en ligne. Oui. Puis évidemment, c'est juste un bénéfice pour le couple versus les 2 autres moteurs, quoique les 2 autres en manquent pas. Et un 6 en ligne, ce sont des beaux moteurs, les 6 en ligne. Au niveau vibration, c'est très stable. Au niveau bruit, c'est surprenant. On n'entend presque rien. Puis je suis surpris de voir à quel point la technologie diesel évolue. On passe ça en plein hiver, là, comme un moteur à essence. Bien, puis je mentionnais d'ailleurs que sur la clé du véhicule que tu as essayé, que j'ai essayé, il y a un démarreur à distance. Exact. Et moi, je n'ai même pas noté
qu'on avait un réchauffement des fameuses glow plugs avant du démarrage. On pèse sur le bouton, le véhicule part tout de suite. Il y a un arrêt de démarrage quand tu arrives à un feu de circulation, quelque chose, pouf, tout arrête. Ce qui n'est pas génial avec un moteur turbo, là, on va le dire. Non, mais avec le diesel, ma foi, en tout cas, ça va très bien. Puis, le prix, je le trouve intéressant parce que le défaut souvent de ces véhicules-là, c'est que c'est le très haut de gamme auquel on ajoute un diesel, puis tu te ramasses avec un prix qui est ahurissant. L'option est à peu près... Ça varie chez GM. Ça varie chez GM entre 4 et 6 000 selon la version que tu vas choisir. Chez Ford, c'est plus cher. Oui. Moi, j'avais regardé, c'est entre 5 500 et 8 000 l'option du moteur diesel. Par contre, on va l'offrir dans des versions d'entrée de gamme, ce qui veut dire que, là, évidemment, je parle de PDSF et il y a toujours des rabais sur des pick-up. C'est à partir de 51 52 000 tu peux avoir chez Ford un F-150 à moteur diesel Power Stroke, qui est essentiellement le même moteur diesel que vous allez retrouver dans les Range Rover. Exact. OK, c'est bon. Oui, c'est le même principe. C'est le même moteur. Et le RAM, bien, cette année, c'est un nouveau moteur éco-diesel qu'on amène. 480 livres-pieds de couple. C'est un moteur qui promet beaucoup. On va espérer qu'il soit plus fiable que l'ancien parce que ça a été un cauchemar. C'est le moteur qu'on va retrouver d'ailleurs dans le Cadillac Escalade. Cadillac Escalade, la prochaine génération. Non, on parle du 6 de GM, pas du RAM. Ah oui, excuse. Moi, je parle du 6 de GM. Mais le moteur du RAM, on va aussi le retrouver dans les Jeeps. Je veux dire, on va le mettre dans le Wrangler, Voyons, je vais te dire Gladiator, pardon. Mais on ne sait pas encore si ça va être fiable. Puis moi, je veux dire, je trouve qu'il y a un marché pour ça parce que l'écart pour passer au diesel n'est pas si grand que ça. Je veux dire, on parle de 3, 4, 5, 6 000 selon le véhicule que vous allez choisir. Puis là, la question, c'est est-ce que c'est réellement économique d'acheter ça? Est-ce qu'on le fait pour l'économie? Moi, je pense personnellement que tu peux aussi le faire parce que tu aimes conduire ce genre de mécanique-là. Ouais. Tu vois, moi, j'ai roulé avec le Sierra dans des conditions hivernales à Lège, sans me priver au niveau de la puissance des accélérations, de la vitesse, aussi de ça. Puis j'ai roulé à du 9,5 litres au 100 en hiver. En hiver. Évidemment, il y a la capacité de remorquage. Puis la beauté d'un diesel, c'est que quand tu remorques avec ça, pas que ça va être capable de remorquer autant qu'un 6,2 litres chez GM. Les capacités de remorquage sont à 9 800 livres. Je pense que chez Ford, on est à 11 000 et chez Ram, on est à 9 100. On joue avec les chiffres un peu, là. Mais la beauté de la chose, c'est que si tu prends un moteur 6,2 litres, OK, puis que tu accroches une remorque de 8 000 livres en arrière, mais ta consommation va passer de 14 à 24 litres au 100. 25, ton moteur 26. Diesel, ta consommation va passer de 9 à 12, 13 litres au 100 maximum. Fait que c'est quand tu remorques que le diesel devient vraiment payant pour le portefeuille. Et puis évidemment, plus tu roules, plus c'est payant. Parce que moi, j'avais fait le calcul, si tu dépenses pour aller au moteur diesel, que tu considères les frais d'entretien qui sont 3 fois plus élevés, le liquide duré qu'il faut que tu mettes, le coût du carburant qui est à peu près 10 cents plus élevé que l'essence ordinaire, et puis ça, je me base sur une échelle d'à peu près un an, là. Exact. En bout de ligne, là, versus le V8 5.3 que tu vas avoir chez GM de base, tu vas sauver 400$ par année, mais tu vas avoir payé ton moteur 400 000 de plus. Fait que l'économie n'est pas là. Ça, c'est si tu fais 25 000 km par année. Mais si tu fais 50, ben là... Mais c'est souvent ce qu'on dit. Le diesel, il faut le rouler pour que ça vaille la peine. Mais cela dit, moi, j'ai trouvé que c'est parmi les plus silencieux que j'ai essayé. Honnêtement, il faut prêter l'oreille. On le sent quand on le part. Mais en conduite de tous les jours, on voit très peu de différence avec un moteur. Le couple est intéressant. Pour savoir, les gars de camion, souvent, ceux qui aiment les diesels, c'est des gens diesel. Ils ont une classe acquise, puis d'après moi, ils vont aller chercher une clientèle. Les gens de compagnie qui ont déjà... Puis de l'offrir dans un modèle 1500, c'est intéressant. Parce que les gens n'ont pas toujours besoin du heavy duty, de tout ce que ça amène, de tirer 35 000 livres. Tu as besoin d'un modèle régulier, mais qui va t'amener les avantages d'un moteur diesel, puis là, tu l'as. J'ai présenté ce camion-là à Salut Bonjour il y a quelques semaines, puis c'est exactement ce que je disais. Il y a des gens qui veulent avoir un diesel, ils sont obligés d'aller au 2500 HD, puis, tu sais, qui n'ont pas des charges à remorquer qui sont si grosses que ça. Puis le prix aussi, là, le prix. Dans le 2500, là, on arrive... Sauf qu'un 2500 diesel, tu sais, c'est toujours la même affaire. Tu l'achètes un an après, tu le flippes aux États-Unis, puis tu n'as pas perdu une cent. Bon, ou à peu près. Mais tu sais, tu n'as pas besoin d'un 12 pour tuer une mouche. Puis c'est un peu ce que je disais dans ma chronique.
Ça sert quoi d'acheter un gros camion HD qui, il faut le dire, va t'obliger à faire des compromis en matière de confort, etc. La consommation, quand tu t'en vas plus fort, consomme plus aussi. Oui, mais ils sont encore pas pires, même les HD. Mais la beauté de ça, tu l'as dit, le confort est intéressant. On est dans un 1500, donc c'est pas conçu comme un 2500. Ça reste très agréable à utiliser. Puis tu as un diesel qui, ma foi, en tout cas, dans le peu de temps qu'on l'a essayé, c'est une semaine. Mais là, la question, tu sais, tout le monde a abandonné le diesel. On est tous unanimes pour dire que Mazda s'est planté avec le CX-5 diesel. Ils n'en vendent pas un seul. Il n'y a personne qui achète ça. Comment est-ce que tu fais pour amener un diesel dans un 1500 comme ça, que ça passe les normes, que ce soit efficace, puis qu'on puisse le commercialiser efficacement? Tu m'as beaucoup duré. Ben voilà. Et c'est ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai constaté. André, combien ça coûte un bidon d'urée à peu près? C'est 19,95 à peu près, un 4 litres, je pense. Un 4 litres. C'est à peu près ça. Puis c'est à peu près le réservoir que tu as sur un véhicule. Ça, on en vend de plus en plus. Puis sachez, l'urée, beaucoup de gens ne savent pas que ça ne se conserve pas au froid. Non. Okay. Ça gèle. Ah, pour vrai? Oui, tu ne mets pas ça dans ta valise parce que d'ailleurs, l'urée, c'est chauffé. Fait que beaucoup de gens jettent ça. Non, mettez pas ça au froid, elle est scrapée. Tu vois, moi, j'ai calculé avec le GMC Sierra que j'ai conduit, là, qu'en hiver comme ça, j'ai l'impression que tu dois remplir à peu près aux 2000 km. En 2500, parce que je voyais vraiment ça baisser tranquillement. Ce qui veut dire que tu vas en mettre du liquide d'urée pour compenser tes émanations, pour absorber les émanations polluantes. Calculez-les dans votre budget. La tricherie a coûté cher il y a 2-3 ans. Oui, la tricherie des compagnies a coûté cher. Puis là, les compagnies ne veulent plus se faire prendre, fait que là, ils en font plus que moi. Puis, tu sais, malheureusement, on constate quand même que dans le segment des poids lourds, l'urée est là plus que jamais, mais tout le monde contourne le système. Tu as des spécialistes qui sont là pour bypasser. Les kits se vendent sur Internet. C'est incroyable. Puis moi, j'ai juste peur que, étant donné que le marché du pick-up 1500 prend de plus en plus d'ampleur, comme les 2005, 3005, on va commencer à inventer des logiciels puis des façons de contourner ces systèmes-là. Puis, je veux dire, à court ou moyen terme, ça va causer des problèmes, puis on va peut-être abandonner. On a des contrôleurs routiers qui vont devoir faire le travail. Mais il n'y en a pas assez, c'est ça le problème. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que, tu sais, ça, c'est un problème. Mais cela dit, camion intéressant, franchement, si vous passez puis chez GM particulièrement, parce que je trouve que GM, à part les V8, on n'est pas dedans. Là. On s'entend, le 4 cylindres turbo, là, je suis dans un Silverado. Non. Arrêtez de rire de nous autres. Non. Puis le V6 4.3 litres qu'il y avait dans un Astro là, en 94. C'est ça. On peut peut-être pas. OK, c'est pas le même moteur, vous allez me dire, mais ça reste. Bloc, là, bon. On va arrêter, là. On n'est plus dedans. Ram a réussi avec un moteur qui fait la job, le 3.6 Pentastar, ça fait le travail. Ford, le 2.7 turbo, ça fait un bon boulot. Mais chez GM, on n'a pas un bon V6 en inventaire. Alors, le diesel, c'est peut-être une option, une alternative intéressante. Il y a beaucoup de gens qui prennent le diesel chez Ford avec le F-150. Ils connaissent du bon succès avec ça. Ram en a vendu beaucoup. Bon, là, ils ont affecté leur nom avec une fiabilité. Mais c'est un segment de marché où tu as des preneurs dans le diesel, c'est clair. C'est sûr. Fait que j'ai l'impression qu'on va connaître beaucoup de succès avec ça. D'ailleurs, on va le spreader partout, comme on dit en bon français. Tao, Suburban, Yukon, tu le disais tantôt, Escalade. On va offrir ce moteur-là là-dedans. Exact. On va le rentabiliser. Je pense bien. Fait que c'est lancé pour les diesels. C'est lancé pour les diesels. Prochaine émission, André, on va parler de filtres. Oui. On n'en mettra pas sur notre bouche, mais on va en montrer. On va dénicher encore, comme on a fait un peu tantôt, les vérités, les produits de marque nationale, parce que malheureusement, nos moteurs écopent, mais à 100 000 km et plus. On parle évidemment de filtres à huile. Exactement. Et puis la voiture qu'on va vous présenter, c'est la Subaru Crosstrek, mais hybride enfichable, donc PHEV. Qui est une première hybride enfichable pour Subaru. Est-ce que c'est vraiment efficace? On va le découvrir. Salut tout le monde. Merci. Salut.